À 7h15, les experts avec vous, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, Antonin André pour la politique, Anne Le Gall pour l'innovation, Alex Taylor pour l'Europe et Axel de Tarlet pour l'économie. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vous, Axel. L'inflation s'est établie à 0% en 2015. 0% d'inflation, ça fait 60 ans qu'on n'avait pas vu ça. Depuis 1954, exactement. Alors l'explication est Donc toute ça fait simple. 61, parce qu'on est sur les chiffres 2015. Oui, 61. Alors l'explication est toute simple, c'est la baisse des prix du pétrole. Le gasoil l'an dernier a baissé de 10%. On calcule que la baisse des prix du pétrole a généré pour chaque ménage un gain de 225 €. D'ailleurs, en 2015, le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 1,5%. Voilà. Pourtant, Axel, on n'a pas l'impression que notre niveau de vie augmente. Et puis on a surtout l'impression que les prix augmentent quand on fait ses courses. Alors c'est vrai que certains prix ont vous augmenté. Vous n'avez pas entendu dire, tiens, c'est plus cher. Vous avez raison, certains prix ont augmenté, les produits frais, les loyers par exemple ont augmenté. D'ailleurs, si on calcule l'inflation hors énergie, eh bien, les prix ont augmenté en France de 0,5%. Sur le niveau de vie, vous dites on n'a pas l'impression que notre niveau de vie a augmenté. Il a augmenté, mais vous avez raison, et ça s'explique très bien. D'abord, il faut savoir que certes, le niveau de vie a augmenté, mais la population a augmenté. Ce qui veut dire que dans un ménage, sur un même salaire, vous avez plus de personnes à charge. Donc vous voyez, par habitant, le niveau de vie augmente moins. Deuxième phénomène, il y a les dépenses contraintes qui ont explosé ces dernières années. Vous savez, ce sont tous ces prélèvements automatiques pour l'Internet, pour le téléphone mobile, pour l'électricité, le loyer, pour les impôts. Donc, tous ces budgets, on a l'impression d'un budget sous contrainte, on a l'impression que sans avoir rien dépensé, on vous a déjà pris la moitié de votre salaire. Et puis, il y a un troisième phénomène, c'est que zéro inflation, ça peut aussi générer de la frustration, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les entreprises, le patron va rechigner à augmenter les salaires, idem dans la fonction publique, ou même les retraites qui sont calées sur l'inflation. Et c'est pour ça qu'au final, vous avez raison, on n'a pas forcément l'impression que notre quotidien s'améliore, et pourtant, il s'améliore. C'est la bonne nouvelle théorique Axel de Tarlet ce matin. La politique, Antonin André. Manuel Valls, le Premier ministre, invité dont n'est pas couché, ce sera sur France 2 samedi soir. Jamais, c'est bien simple, jamais un Premier ministre en exercice n'avait accepté de se rendre dans une émission d'infotainment comme On n'est pas couché. C'est une première. Oui, alors Thomas, je ne sais pas si vous vous souvenez, Manuel Valls à l'émission des Paroles et des Actes, c'était le 24 septembre dernier. Un journaliste lui demande de lire les tweets le concernant. C'est une rubrique un peu décalée. Alors Manuel Valls se tend et répond « La politique, ça n'est pas du spectacle, c'est sérieux ». Et où il va samedi soir, Manuel Valls ? Chez Laurent Ruquier. Et quel est le principe de cette émission ? Faire le show, le buzz. Qui va chez Laurent Ruquier ? Les genoux de la politique en mal de notoriété, les ministres en manque de visibilité, pas le Premier ministre en exercice. Et c'est d'autant plus surprenant que Manuel Valls, c'est l'homme qui dirigeait, souvenez-vous, la communication du Premier ministre Lionel Jospin, très maîtrisé, respect des formes, des institutions, le chef d'orchestre exigeant de la campagne présidentielle de François Hollande. Manuel Valls, c'est un homme de communication attaché à une forme de sacralisation de la parole politique et notamment de celle des dirigeants. Bon, mais alors comment expliquer cette volte-face de Manuel Valls ? Jacques Pilan. Oui, vous connaissez Jacques Pilan. C'était Mitterrand, la théorie du silence, la parole rare. L'écriture médiatique, article paru dans la revue Débat en 95, il théorise la rareté des dirigeants politiques dans les médias. Dieu ne descend pas dans les marchés, disait-il. Il a conseillé Mitterrand et Chirac, c'est une référence. Manuel Valls fait exactement l'inverse. Manuel Valls, c'est la communication, c'est Obélix, c'est la potion magique. Il est tombé dedans quand il était petit, mais lui, il n'a pas Astérix ou Pilan pour le réfréner, donc il en fait trop. Depuis le 31 août dernier, il a fait 24 émissions radio ou télé. On n'est pas couché, ce sera la 25e. 7 interventions dans les 20 heures, 10 émissions radio, 4 émissions sur les chaînes d'infos, sans compter des Paroles et des Actes, le Petit et le Grand Journal, je vous épargne la presse écrite, les tribunes sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu un Premier ministre médiatiser autant sa parole. Alors, il y a deux risques. La première, c'est qu'à force de parler tout le temps, on finit par ne plus l'écouter, par ne plus l'entendre. Ça ne crée plus l'événement. Impact politique à peu près nul. Le deuxième risque, c'est celui qu'il court dans On n'est pas couché. C'est le dérapage, la sortie de route. Cette sortie de route que recherchent les talentueux chroniqueurs qu'il aura face à lui. Oui, la race blanche de Nadine Morano, c'était dans On n'est pas couché. Exactement. On sait si l'émission sera en direct parce que... Non, elle est enregistrée. C'est ça, c'est le jeudi soir. Elle sera enregistrée ce soir, absolument. Il y a aussi un petit risque de ne pas coller à l'actualité. Absolument. Voilà, donc Manuel Valls dans On n'est pas couché. J'ai l'impression qu'il n'est pas prêt de revenir nous voir ici à Europe 1, Antonin André. Les Anglais ne vont plus chanter God Save the Queen. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Alex Taylor ? Oui, cela risque, Thomas, après un débat hier à la Chambre des communes, rien de moins. Le problème, c'est que l'Écosse et le Pays de Galles ont leurs propres hymnes que l'on entend avant les matchs, par exemple, mais les Anglais n'en ont pas de spécifique. Donc, ils se coltinent tout le temps God Save the Queen, qui est l'hymne britannique, et franchement un peu boring. Enfin, moi qui ai passé ma jeunesse avec ça. C'est ça. Voilà. Alors, du coup, le Parlement a lancé le débat
débat hier pour trouver un hymne purement anglais. Et attention, si les Britanniques votent pour le Brexit, ce qui risque, l'Écosse s'en va tout de suite et on risque d'entendre, croyez-moi, cet hymne anglais dans d'autres arènes que Wembley et Twickenham. Bon, mais quelles sont les alternatives? Alors, je vous ai préparé. Alors, ça a explosé la twittosphère hier. Il y a des propositions franchement un peu farfelues, comme le générique de Benny. Ça, on imagine. Voilà. Ouais. Donc, oublions tout de suite. Ou ceci qui est un peu plus évident, mais enfin... Parfait pour les stades de beaucoup foot, de Queen, votes, oui, c'est ça. We Are the Champions. Mais les deux candidats les plus sérieux, c'est Pompe et Circonstance d'Elgar, terre d'espoir et de gloire. Écoutez. Land of Hope and Glory. Ouais, c'est un peu boring aussi, donc oublions. Oh non, c'est beau. Moi, j'ai entendu depuis ma jeunesse. Moi, je plaide. Écoutez ceci. Et en plus, il y a un éditorial dans The Times ce matin. Le seul hymne où je frissonne, Jérusalem. C'est sur un poème de William Blake, sur une idée un peu farfelue aussi, selon laquelle Jésus a séjourné avec son oncle en Angleterre dans le temps. Enfin, bref, c'est très émouvant. Écoutez. Bon, mais la reine, qu'est-ce qu'elle dit, la reine? Vous savez, Thomas, comme moi, c'est no comment habituel, mais sa cousine, j'ai fouillé ce matin la presse, a laissé fuiter ce matin que Sa Majesté trouve la proposition de changer God Save the Queen, franchement, very rude, très impoli. Très impoli, donc ça ne se fait pas. Pas d'hymne. Il n'y a pas d'hymne anglais, non, parce que l'Angleterre, enfin, c'est la majorité de la Grande-Bretagne, donc God Save the Queen, c'est l'hymne britannique, il n'y a pas d'hymne anglais. Une lubie d'Alex Taylor, ça a été en débat hier à la Chambre des communes. Et pourquoi pas le lac des Connemara? C'est très bien, de Michel Sardou. C'est en Écosse. Attendez, en Irlande. Franchement, En Irlande. J'ai appris une chose aussi, que c'est les Britanniques ont voté pour l'hymne national le plus chantant dans le monde. Vous savez ce qui a gagné? Non. Le vôtre. La Marseillaise. Oui, 65% des Anglais ont dit que c'est l'hymne le plus chantant dans le monde. Et on en est fiers et on va innover maintenant. Une innovation un peu dans le rétroviseur ce matin, Anne Le Gall, dis donc, elle nous vient du passé. Nos bonnes vieilles ampoules à filaments, celles qui grillaient là, pourraient finalement être révolutionnaires. Oui, elles ont disparu depuis fin 2012, ces ampoules à filaments, parce qu'elles consommaient trop d'énergie. Eh bien, elles pourraient revenir, puisque des chercheurs américains du MIT ont réussi à booster leur efficacité énergétique grâce tout simplement à une pellicule chimique très fine qu'ils ont déposée sur le verre de l'ampoule. Et ça les rend moins gourmands en électricité, ce petit film? Mais exactement, parce que vous savez, le principe de l'ampoule à incandescence, c'est qu'on chauffe, l'éclairage est obtenu par l'échauffement d'un filament de tungstène qui est chauffé à 2700 degrés. Ça entraîne la production de photons, donc de lumière. Le problème, c'est qu'il y a trop de photons qui s'échappent sous forme de chaleur. Sur 20 photons émis par le filament, il n'y en a qu'un qui sert à l'éclairage. Oula. Les autres s'échappent sous forme d'infrarouge, de chaleur. Et donc, justement, ce film mis au point par les Américains recycle les photons inutiles puisqu'il les renvoie vers l'intérieur de l'ampoule. Et donc, les ampoules chauffent moins et éclairent plus. Pour l'instant, les chercheurs ont réussi de façon expérimentale à doubler l'efficacité énergétique des ampoules à filaments. Ils sont convaincus qu'ils pourraient faire encore mieux et multiplier par 13 ce rendement énergétique. Donc, ça rendrait les ampoules à filaments encore plus économes que les LED. Donc, la seule question qui reste en suspens, en plus, ça ne coûterait pas très cher. Donc, la seule question en suspens, c'est la durée de vie de ces ampoules à filaments nouvelle génération. Et là, il faut encore poursuivre les recherches. Sur les nouvelles ampoules, il y en a beaucoup qui ne tiennent pas du tout la durée de vie inscrite sur les paquets. Oui, alors ça dépend déjà du nombre d'allumages, de l'endroit où elle est On placée. vous dit ça coûte si 15 elle est ou dans 20 une euros, salle. mais c'est parce que ça tient 20 ans, mais Tintin. Oui, et alors, ce qui est inscrit sur l'emballage, la durée de vie inscrite sur l'emballage, en fait, n'engage pas totalement le fabricant, puisque c'est l'UFC Que Choisir qui le dit sur son site. Ça n'engage le fabricant que pour une ampoule sur deux. Il n'y a qu'une ampoule sur deux qui doit respecter la durée de vie inscrite. Ah bah c'est peinard ça comme réglementation. Merci beaucoup. On va revenir avec son ampoule cassée en disant j'en veux une neuve. Bah oui, vous y allez vous? Non. Vous en avez quelques-unes à vous refiler. On en rachète Allez, une merci beaucoup les experts. À demain, 7h15.